Merci beaucoup. Je présente en même temps Madame la Ministre. Votre Altesse Sérénissime, Monsieur le Président de la CIUSM, Monsieur le Préfet de Région, Monsieur le Président de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, Monsieur le Ministre, Monsieur le Sénateur Maire, Monsieur l'Ambassadeur délégué interministériel à la Méditerranée, Madame la Directrice Générale de l'ANR, Madame la Secrétaire Perpétuelle de l'Académie des Sciences, chère Catherine, Mesdames et Messieurs les délégués des 23 pays membres de la CIUSM, Mesdames et Messieurs, chers et chers collègues. C'est vraiment un immense honneur pour moi d'intervenir au nom de notre ministre, Madame Geneviève Fioraso, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, pour l'ouverture de ce 40e édition du Congrès de la Commission internationale pour l'exploration scientifique de la Méditerranée. Je voudrais tout d'abord vous exprimer à son Altesse et à vous tous, Mesdames et Messieurs, les regrets de Madame Geneviève Fioraso qui n'a pu être parmi nous aujourd'hui. Elle m'a confié le soin de la représenter. C'est donc avec un immense plaisir, et en tant que directeur général pour la recherche et l'innovation, mais je dirais surtout en tant que scientifique et en tant que biologiste, de vous porter son message. En intervenant parmi les derniers, je vais évidemment répéter des choses qui ont déjà été dites, mais c'est vraiment souligner l'apport dès 1910 du prince Albert Ier de Monaco, visionnaire, ça a été déjà dit 2 fois, et dont ici nous connaissons tous à la fois l'érudition et la passion pour l'exploration océanographique. Et c'est à lui que l'on doit, dès 1910, la Commission de la Méditerranée, qui est devenue le CIUSM quelques années plus tard, et qui a pour vocation d'améliorer les connaissances et la production scientifique, de favoriser les échanges, de fournir des avis d'experts également sur des sujets qui sont relatifs au domaine marin méditerranéen. Elle est constituée aujourd'hui de 22 États membres. Je me réjouis que la Russie soit devenue, il y a à peine quelques jours, le 23e pays, et donc l'ensemble de ces drapeaux qui sont derrière nous illustrent la complémentarité de nos pays sur l'ensemble, au niveau international, sur cette grande idée qui est l'exploration de la mer Méditerranée et de la mer Noire. Et c'est donc vraiment un très très grand plaisir pour la France d'accueillir pour la première fois depuis 23 ans l'assemblée plénière de cette commission internationale. Les congrès de la CIUSM sont devenus l'un des rendez-vous scientifiques majeurs pour les chercheurs en sciences marines qui travaillent sur la Méditerranée et la mer Noire, mais également pour tous les entrepreneurs, les décisionnaires concernés par l'exploration, la conservation, la gestion durable des eaux méditerranéennes. Ils ont rassemblé à Venise en 2010 930 participants qui sont venus de 40 pays et qui ont fait l'objet de près de 900 communications scientifiques. Et je ne doute pas que ce congrès à Marseille en 2013 rencontre un succès équivalent. Je crois qu'on a presque 1000 inscrits et venant de 35 pays. Vous venez de 35 pays dans le monde. Et ce n'est évidemment pas un hasard, Monsieur le Sénateur Maire, si, comme vous l'avez dit, votre ville a été choisie pour recevoir en France ce congrès en 2013, capitale européenne de la culture, 2013. Marseille accueille également depuis début octobre, un colloque mondial sur les aires marines protégées en Méditerranée et une grande manifestation sur la plongée sous-marine. Le CIUSM conclut donc en beauté tout un mois consacré à la Méditerranée. La Méditerranée qui, à Marseille, doit tant, d'abord, Catherine l'a dit, sa fondation, en 600 avant Jésus-Christ, par des colons grecs venus de Phocée. Marseille, cité internationale unique, plurielle, demeurée tout au long de son histoire trait d'union entre les différents peuples, les différentes civilisations venues de toutes les rives de la Méditerranée. Une superficie modeste, 24 000 hectares, vous l'avez dit, Monsieur le Sénateur Maire, mais une situation stratégique, à la limite de 2 plaques tectoniques pour les scientifiques, entre le nord et le sud, à l'interface entre l'Europe, l'Afrique et l'Asie, la Méditerranée, mer fermée, bassin matrice et mer de grandes civilisations dont nous sommes issus, l'Égypte, la Grèce, Rome, les 3 livres de la religion. La Grande Bleue ne laisse personne indifférent. Son ciel lumineux, la chaleur de son soleil font rêver tous ceux qui vivent plus au nord, sous un climat moins clément. La beauté de ses plages, la douceur, la clarté de ses eaux, le charme de ses villes et le pittoresque de ses villages attirent chaque année, tout autour de la Méditerranée, sur presque toutes ses rives, des millions de touristes de l'Europe entière et bien sûr à Marseille également. Rien de plus admirable, écrivait Paul Valéry, que de voir en quelques siècles naître de quelques peuples riverains de cette mer les inventions intellectuelles les plus précieuses. C'est ici que la science s'est dégagée de l'empirisme et de la pratique, que l'art s'est dépouillé de ses origines symboliques, que la littérature s'est nettement constituée en genres bien distincts et que la philosophie, enfin, a essayé à peu près toutes les manières possibles de considérer l'univers. Fernand Braudel
grand chercheur et historien de la Méditerranée, l'a défini comme un espace de liberté et de contrainte, une somme de diversité et d'unité, un monde de transition et de tradition. Espace de liberté des acteurs, des ambitions, des projets, des réussites et des échecs, espace aussi de contraintes temporelles, spatiales, économiques, sociales, culturelles, politiques. La Méditerranée a toujours constitué pour ses habitants à la fois une opportunité et une limite. Diversité dans la séparation géographique, on compte 21 pays riverains au carrefour de plusieurs blocs politiques, et dans la multiplicité des civilisations et des cultures, des modèles politiques et économiques, des modes de vie. Unité qui, exception faite de l'Empire romain qui a établi pendant 3 siècles un espace politique unifié d'ouest en est et du nord au sud, unité, dis-je, qui est liée, depuis les origines, à l'échange, à la circulation des hommes, des marchandises, des biens culturels, des informations et surtout des idées. Monde de transition et de syncrétisme que l'histoire a imposé à travers les vagues successives d'envahisseurs qui amènent avec eux les différentes civilisations, monde de tradition dans les îles, sur les villages, les continents, au fond des campagnes, où les peuples repliés sur eux-mêmes perpétuent les traditions économiques, agricoles, sociales, culturelles. Aujourd'hui, en dépit de la mondialisation dans laquelle elle s'inscrit, la Méditerranée conserve son originalité, ses paradoxes. Elle reste plus que jamais un objet d'étude pour nous scientifiques qui, ainsi que Braudel en avait eu l'intuition, échappent aux seules humanités, pour reprendre le terme en cours à l'époque, pour ouvrir des champs de recherche aux sciences expérimentales et aux sciences exactes. En ce sens, l'étude de la Méditerranée était déjà emblématique de la recherche telle que nous la concevons aujourd'hui, pluridisciplinaire, coopérative, partenariale. Cette nouvelle façon d'envisager la recherche est d'ailleurs la marque de fabrique de la recherche environnementale, dont font partie les sciences marines, ainsi qu'en témoigne le programme de ce présent 40e congrès. Géosciences marines, circulation hydrodynamique et climat, cycle biogéochimique marin et contaminant, microbiologie et biotechnologie, ressources vivantes et écosystèmes, zones côtières, tels sont les sujets qui seront abordés dans ce congrès. Les écosystèmes marins, naturels et anthropisés, requièrent une compétence globale, mêlant différentes approches, différents domaines scientifiques, hydrologie, météorologie, sciences physiques, géologie, océanographie, sciences du numérique, mais aussi démographie, économie, sociologie, histoire et géographie, sciences humaines et sociales dans leur entièreté. Leur étude n'est toutefois pas séparable des enjeux sociétaux auxquels ils se réfèrent. Comment étudier le climat aujourd'hui sans se poser de questions sur les impacts du changement climatique sur les sociétés humaines? Comment étudier les écosystèmes marins sans se poser des questions du développement économique et de toutes ses conséquences? Si les sciences environnementales font appel à des connaissances en recherche fondamentale dans toutes les disciplines, elles doivent nécessairement produire des résultats qui sont attendus par l'ensemble de la société. C'est bien ainsi qu'il faut considérer les enjeux qui s'appliquent au milieu marin: pression sur l'environnement côtier, risques naturels, changement global, surexploitation des ressources halieutiques. Une somme de recherches fondamentales reste à effectuer pour connaître les fonds marins, réserves de biodiversité, mais dont la cartographie est paradoxalement moins connue que celle de la Lune ou de Mars. Moins de 10% des fonds ont été cartographiés et 75 à 80% des espèces marines restent à découvrir, mais les fonds marins recèlent aussi 90% des réserves d'hydrocarbures et 84% des réserves de minerais. Les régions côtières, situées à moins de 80 km de la mer, accueillent les 2/3 de la population mondiale pour lesquelles celle-ci est à la fois une source d'énergie, d'alimentation et de richesse. Les questions de recherche fondamentale s'enchevêtrent donc avec les nécessités de proposer des solutions aux nombreuses questions économiques et sociales. C'est pourquoi, comme notre ministre ne cesse de le souligner, il n'y a pas d'opposition entre une recherche fondamentale et une recherche finalisée, une recherche dite utile par opposition à une recherche qui le serait moins ou pas. L'une n'existe pas sans l'autre et le ministère les soutient toutes les deux avec autant de vigueur. En ce qui concerne la France, le poids économique du secteur maritime est loin d'être négligeable. Si l'on considère 305 000 emplois qui dépendent de façon quasi exclusive de la mer, le secteur maritime emploie plus de personnes que l'industrie aéronautique, que le secteur des télécommunications, que l'industrie automobile. Second pays au monde en termes de territoire marin, par sa zone économique exclusive, bientôt le premier avec l'extension du plateau continental, la France a naturellement placé la recherche en sciences marines parmi ses priorités. Le Grenelle de la mer, en 2009, a donné naissance à un livre bleu de la stratégie nationale pour la mer et les océans. Il y affirmait la continuité de l'espace entre terre et mer, la cohérence et les incontournables interactions entre les deux espaces, et ainsi s'est affirmée la nécessité de la gestion intégrée de la mer et des littoraux et de la prise en compte du milieu marin en tant que système.
Aujourd'hui donc, 5 grandes priorités de recherche font partie de l'agenda stratégique France-Europe 2020 qui a été présenté par notre ministre en mai dernier. Est-il utile de le souligner? Les thématiques traitées dans ce congrès et que j'ai évoquées plus haut s'inscrivent parmi ces priorités. La connaissance des océans, l'exploitation durable des ressources alimentaires, la valorisation de la biodiversité marine par les biotechnologies, l'exploration et l'exploitation des ressources minérales, l'exploitation des ressources énergétiques durables, portée principalement par 4 opérateurs publics, CNRS, l'IFREMER, l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement, et l'IPEV, l'Institut Paul-Émile Victor, bien sûr les universités. L'effort français de recherche en sciences marines représente un effectif de près de 3500 scientifiques, ingénieurs, techniciens, pour un budget annuel de l'ordre de 400 millions d'euros, un effort qui a été renforcé depuis 2010 par le Programme national des investissements d'avenir. La coordination des moyens et la programmation de la recherche en appui au développement durable constitue une des priorités de la mission qui a été confiée par le ministère de la Recherche et de l'Environnement à l'Alliance nationale de recherche pour l'environnement à l'envi qui regroupe tous les acteurs de ce domaine, universités, écoles, organismes de recherche. Utilisée en priorité pour les missions de recherche et d'observation scientifique dans tous les domaines de l'océanographie, la flotte océanographique française assure également une mission essentielle de service public pour le compte de l'État, fait l'objet d'une utilisation industrielle autour des ressources stratégiques minérales et énergétiques. Elle constitue ainsi un élément majeur de la souveraineté nationale. Elle fait partie des très grandes infrastructures de recherche qui donnent à la France une visibilité internationale et qui s'expriment dans de très grands programmes de recherche collaboratifs, telle l'initiative européenne de programmation conjointe Océan, qui a été retenue par le Conseil de compétitivité en 2011. Par l'accroissement des connaissances fondamentales, des milieux, des écosystèmes, par l'innovation technologique, par les missions d'expertise qu'ils induisent, ces grands programmes internationaux participent au développement de l'activité économique et durable et viennent en appui aux autorités publiques chargées de la régulation des activités humaines et de la prévention des risques. C'est dans ce cadre général que la Méditerranée, je reviens à elle, est désormais inscrite au cœur des préoccupations des chercheurs et des stratégies européennes de recherche. Différents programmes ont été lancés ces dernières années qui ont tous le mérite de rassembler les acteurs autour d'objectifs communs et je ne vais pas tous les citer. L'apport des sciences marines à la compréhension et à la préservation de la mer Méditerranée constitue une ambition qui rassemble les deux rives, nord et sud, et qui dépasse le cadre purement scientifique pour prétendre constituer un enjeu pacificateur partagé pour ces pays limitrophes. Ainsi donc, au plan européen, la déclaration de Barcelone de 1995 a été le texte fondateur du partenariat euro-méditerranéen. Il affirme que les échanges humains, scientifiques, technologiques sont une composante essentielle du rapprochement et de la compréhension entre les peuples et d'amélioration de la perception mutuelle. Les décennies qui ont suivi les phases d'indépendance des pays du Maghreb ont en effet puissamment contribué par les flux croisés d'étudiants, d'enseignants et de chercheurs des deux rives à l'enrichissement scientifique, culturel et intellectuel de tous. Et au niveau mondial, les enjeux environnementaux ont conduit l'ONU à définir une stratégie méditerranéenne au développement durable. Si la Méditerranée, de tout temps, a été, nous l'avons vu, un écosystème complexe d'héritages culturels et sociaux divers, de politiques et d'économies différentes, nous pouvons espérer qu'elle constitue désormais un exemple de rassemblement. Nous pouvons espérer que la nécessité de sa préservation, grâce à la mobilisation des scientifiques et à l'apport des sciences marines, constitue un élément pacificateur. Nous pouvons espérer enfin que la dynamique de l'unité, de l'ouverture et de la transition l'emporte aujourd'hui pour le plus grand bénéfice de ces pays, de ces économies, de ces cultures et de ces riverains. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche est engagé aux côtés des acteurs qui, comme le CIESM, œuvrent dans ce sens. Il sera attentif à soutenir les programmes qui permettront de progresser vers ces objectifs. Les principes même réaffirmés par notre ministre Geneviève Fioraso, qui sont inscrits dans la nouvelle loi pour l'enseignement supérieur et la recherche, promulguée le 22 juillet dernier, d'excellence scientifique, porteuse de connaissances fondamentales, d'innovation, pour le développement durable, de transfert de connaissances vers les jeunes et les étudiants, d'information et de dialogue avec les sociétés, doivent guider tous les pays riverains de la Méditerranée, pour viser la préservation de ce milieu d'exception et promouvoir le développement durable.
Permettez-moi en conclusion, mesdames et messieurs, de remercier chaleureusement l'Agence nationale pour la recherche, l'Agence nationale qui très tôt a manifesté son intérêt au titre de la valorisation des projets de recherche qu'elle conduit en Méditerranée et supporte l'organisation et une partie importante du financement de cette assemblée plénière du CIUSM. Il convient bien sûr d'y associer nos organismes de recherche, très impliqués sur la rive sud de la Méditerranée, et qui font honneur à la France par leurs publications de très haut niveau, et qui aujourd'hui ont apporté une contribution majeure pour que ce progrès soit une réussite. Je veux évidemment remercier également et féliciter les organisateurs de cette manifestation, monsieur le directeur général du CIUSM et les organisateurs de ce comité d'organisation français. La mer, disait Victor Hugo, est un espace de rigueur et de liberté. Je crois que c'est aussi le cas de la recherche. Je ne peux que vous inviter à pratiquer cette rigueur et cette liberté pendant vos travaux que je vous souhaite absolument excellents et fructueux. Merci de votre attention.